Alors, bonjour Léo, tu es avocat collaborateur au sein du cabinet As Avocat. Tu travailles sur les problématiques liées aux plateformes numériques et notamment sur les plateformes e-commerce. Et aujourd'hui, on est ensemble pour une interview sur les enjeux juridiques du e-commerce depuis quelques années, pour 2025, et puis aussi un petit peu pour les années à venir. Déjà, une première question un peu de mise en contexte. Quelles sont les grandes règles juridiques qui s'appliquent aujourd'hui à une activité e-commerce? C'est la première question. Et qu'est-ce qui va vraiment changer avec les marketplaces? En fait, le e-commerce, j'allais dire, il est totalement soumis aux règles à peu près naturelles du droit de la consommation parce que forcément, ce qu'on pense en termes de e-commerce, c'est le droit qui s'applique entre un professionnel, vendeur, prestataire de services et un consommateur, un internaute finalement qui va naviguer sur le web. Et donc, le fait de cette relation entre un professionnel et un non professionnel, c'est le droit de la consommation qui va s'appliquer avec des obligations de transparence, de communication d'informations claires et précises sur toutes les obligations, toutes les règles qui vont s'appliquer tout au long de la relation entre ces deux personnages. Ça, c'est pour le e-commerce de manière traditionnelle. Et pour les marketplaces, c'est un peu plus spécifique parce qu'on a en fait un intermédiaire qui va faire de l'intermédiation entre les professionnels, les consommateurs qui vont accéder à cette marketplace. Et donc, on a des règles supplémentaires qui vont à la fois protéger les consommateurs d'un côté et les professionnels de l'autre. Parce que les marketplaces sont en général tributaires d'un pouvoir un peu plus important que les utilisateurs de leur plateforme. Quand tu parles d'intermédiaire sur les marketplaces, ça semble un peu sombre. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que cet intermédiaire? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un site internet? C'est ça, en fait, c'est à la fois plural, on va dire, et simple à comprendre parce que un intermédiaire, c'est la marketplace en elle-même, mais c'est avant tout la société qui va fournir le service qui constitue la marketplace. Donc, on a en fait une distinction entre les personnes qui vont éditer, qui vont publier des informations, par exemple sur une plateforme. Pour une marketplace, ça sera des fiches produits, des offres, des annonces qui vont être publiées sur la marketplace. Et puis l'hébergeur, en fait, l'intermédiaire, c'est la marketplace, c'est-à-dire on se contente de héberger ces informations et de les rendre disponibles aux autres utilisateurs. Ok. Le cadre réglementaire, dont on a parlé un petit peu avec notamment le droit de la consommation, qui vient régir les relations entre le vendeur et l'acheteur, entre le particulier et le professionnel. Et au-delà de ça, on a aussi le DSA, donc le Digital Services Act, le règlement P2B, le RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles. Est-ce qu'il y a d'autres réformes clés ou règlements clés à surveiller pour un e-commerçant ou une plateforme? Et déjà, qu'est-ce que ces règlements-là, ils impliquent? Donc effectivement, il y a beaucoup de règlements, notamment de réglementations européennes qui sont venues et qui ont été transposées pour les directives et appliquées directement pour les règlements. C'est le cas par exemple du DSA, qui sont mises en place depuis quelques années. Et aujourd'hui, malgré le fait que beaucoup de parlementaires européens, français souhaiteraient appliquer beaucoup de règles, beaucoup de nouvelles règles, on a un frein législatif qui fait qu'on n'a pas énormément de nouvelles grosses réglementations qui vont être implémentées. Mais par contre, il faut faire attention à d'autres réglementations sectorielles qui, elles, ont tendance à être appliquées plus facilement, j'allais dire, et qui vont avoir un impact indirect avec les activités e-commerce et les activités de marketplace. Je parle par exemple des lois relatives à l'écologie avec la loi AGEC qui vont implémenter justement certaines règles très spécifiques, très complexes et qui vont se retrouver en termes d'obligations par exemple pour les fiches produits. Et on a comme ça des réglementations sectorielles qui sont en fait sans cesse en train d'être adoptées et qui doivent justement être comprises ou en tout cas qui doivent alerter les commerçants. Et sur la loi AGEC, justement, est-ce que tu peux donner un exemple de ce qu'elle implique depuis son entrée en application? La loi AGEC, elle est extrêmement large, donc pour, j'allais dire, toute personne qui peut comprendre un petit peu les nouvelles obligations, l'interdiction des plastiques uniques, c'est la loi AGEC, les plastiques à usage unique, pardon. Donc quand on va faire ses courses, si on a uniquement des plastiques en carton, enfin des sacs en carton ou des tote bags, c'est grâce à la loi AGEC.
Mais en termes de e-commerce, on a des obligations plus particulières, notamment les informations sur les caractéristiques et les qualités environnementales des produits, où on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a des listes de produits générateurs de déchets, parmi lesquels on trouve par exemple le secteur du textile, et des informations très spécifiques qui doivent être fournies aux consommateurs dans un format, ce que dit la loi, dématérialisé. Donc en fait, c'est des fiches produits qu'on retrouve sur Internet. Et là récemment, il y a Chine notamment qui a été condamnée pour la première fois sur ces fondements, parce qu'il faut savoir que la loi AGEC, elle est applicable depuis quelques années, de manière progressive, mais les autorités avaient un petit peu du mal à sanctionner sur ce fondement-là, parce que c'était une loi très complexe qui était mal comprise par les professionnels. Et là, on voit pour la première fois que ces obligations, elles sont bien effectives et il faut les prendre en considération pour ne pas risquer de subir des sanctions. Ok, bah, ça c'était pour le cadre un petit peu général qui régit les plateformes, sites e-commerce et marketplace. On va rentrer un petit peu maintenant dans le concret sur la partie contrat. Et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu la différence entre les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de service, et puis nous dire aussi à qui est-ce qu'elles s'adressent exactement. Absolument, parce que c'est crucial en fait. Et nous, on a souvent des clients ou des prospects qui viennent nous voir en nous disant est-ce que mes mentions légales sont conformes? Mais en fait, il y a plusieurs documents qui doivent être notamment publiés sur les sites internet, sur les marketplaces, qui visent en fait différents destinataires, différentes obligations. Et donc, ça implique différents types de conditions générales qui vont être appliquées à tel ou tel utilisateur, tel ou tel co-contractant en fait du professionnel. Donc on a par exemple les conditions générales d'utilisation qui elles ont vocation à encadrer l'utilisation d'un service numérique, d'un site internet, d'une plateforme, d'une marketplace. Et elles vont s'appliquer en général à tous les utilisateurs, qu'ils soient d'une part professionnels, de l'autre pour des particuliers, etc. Pour les conditions générales de service, elles vont, c'est un terme en fait un peu général, mais qui vise en général à être applicable aux professionnels, c'est-à-dire une plateforme va avoir des CGU pour tous les internautes et des conditions générales de service pour en fait être opposable aux professionnels qui bénéficient des services fournis par la plateforme. Et ensuite, on a d'autres documents comme la politique de confidentialité qui vise à encadrer les traitements de données personnelles réalisés sur la plateforme, sur le site e-commerce, les mentions légales qui sont encore autre chose, qui sont simplement à visée informative avec des mentions qui ne sont pas énorme, j'allais dire, c'est le document le plus restreint en général. Et il y a surtout une obligation, ce que les gens ne comprennent pas très bien en général, de transparence et de clarté de l'ensemble de toutes ces informations, ce qui implique en fait de facto le recours à plusieurs documents plutôt qu'un seul document où toutes ces informations seraient réunies, parce que là, plus personne s'y retrouve et on ne répond pas à cette obligation de transparence et de clarté de l'information. Ok, et du coup, bon, il y a la question de la clarté, de la transparence qui existe. Ça me permet d'embrayer sur les pièges à éviter dans les CGV ou les CGS pour, là, cette fois-ci, ne pas créer ce qu'on appelle un déséquilibre contractuel ou de tomber dans des clauses abusives. Mais, ça aussi, c'est clé parce que dans les documents, effectivement, en fonction des rapports de force et de la force, j'allais dire, de négociation qui peut exister entre différentes parties, on va pouvoir avoir des sanctions en cas de déséquilibre significatif. Alors, si on est entre professionnels, par exemple, on reprend l'exemple des CGS sur une plateforme, le déséquilibre significatif, il sera plus difficile à évaluer et là, il va falloir faire une analyse à peu près de la jurisprudence, des clauses qui sont vraiment trop disproportionnées en fait entre les droits et obligations de chaque partie. Et on a ensuite, dans les rapports entre consommateurs et professionnels, un déséquilibre qui est en fait naturel, du fait qu'un consommateur ne connaît pas grand-chose forcément au métier. Et dans ce cas-là, on a le Code de la consommation qui vise directement des types de clauses qui sont présumées abusives, et dans ce cas-là, elles pourront donner lieu à une sanction si elles ne sont pas rééquilibrées par d'autres clauses dans le contrat. Et là, c'est important de justement prévoir dans le contrat d'autres moyens de rééquilibrer les droits et obligations des parties. Mais on a des clauses qui sont considérées irréfragablement abusives, et dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, le risque de sanction, il existe sur ce type de clause. Et entre professionnels, est-ce que les entreprises
ont des intérêts à rédiger les contrats d'une certaine manière qui leur serait favorable et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, on va dire? Et justement, bien sûr, c'est tout l'intérêt en fait de l'analyse qu'il faut faire de ces clauses parce que par exemple, sur un service numérique, un site e-commerce ou une marketplace, le fournisseur du service a intérêt à, par exemple, je donne un exemple concret, se donner le droit de modifier ses conditions générales. En cas, par exemple, de recours à un nouveau fournisseur, en cas de changement fondamental dans son modèle économique, il doit pouvoir se conserver cette faculté-là et ne pas être bloqué dans la situation à l'année 1, j'allais dire, ou le temps zéro du lancement de son projet. Mais en même temps, il faut donner le droit déjà à l'information, à la personne qui va recevoir ce service, de savoir que les conditions générales vont être modifiées, parce que s'il n'est pas informé, bien sûr, il y a un risque à la fois que l'application des nouvelles clauses auxquelles la personne n'était pas au courant soit abusive et qu'elle n'ait jamais accepté surtout ces conditions-là. Donc il faut vraiment prévoir d'une manière qui ne impacte pas substantiellement les droits et obligations des parties, certains droits aux professionnels, notamment par exemple de modifier ces conditions générales. Est-ce que c'est là que les avocats de chaque partie commencent à négocier réellement entre elles? Alors oui, oui et non, j'allais dire, nous notre rôle c'est quand même de conseiller les professionnels avant que les avocats de l'autre partie puissent entrer dans la danse. Ok. Donc c'est vraiment de prévoir, nous notre but c'est pas de donner le droit aux professionnels de faire ce qu'ils veulent et de surtout induire en erreur les personnes pour regagner le maximum d'argent. Non, c'est de conserver sur le très long terme une marge de manœuvre intelligente qui leur permet justement de gérer le chiffre d'affaires. Et pour ça, on va les conseiller sur comment implémenter ces conditions générales de manière intelligente, tout en respectant le droit, et notamment le droit de la consommation, ou de prévenir les risques de déséquilibre significatifs. Et c'est comme ça, en fait, en anticipant que forcément les problèmes ne se créent pas, et donc on n'a pas d'avocats adverses qui viennent nous voir in fine. Ok, donc toi, le rôle va être, en tant qu'avocat, de protéger le client du cabinet et de protéger le droit des consommateurs de manière générale. C'est ça, en fait, on est vraiment dans une... D'ailleurs, c'est ce que tout avocat devrait garder à l'esprit, c'est respecter la loi dans l'intérêt commun, tout en défendant les intérêts de son client. Et c'est ça vraiment qui fait un bon avocat, c'est la personne qui va être capable de maximiser les chances de succès d'un projet économique, tout en conservant en fait une capacité à créer de l'argent sur le long terme, c'est-à-dire en diminuant au maximum les risques juridiques ou économiques qui sont liés à son activité. Et pour finir un peu sur les conditions générales, quelles sont les spécificités ou les règles ou les adaptations de ces conditions quand on vend sur des plateformes comme Amazon ou Cdiscount par exemple? Là aussi, il faut faire attention parce qu'effectivement, de prime abord, un professionnel qui va être référencé sur une marketplace, ses conditions générales de vente, elles vont pouvoir être implémentées sur la plateforme. Et d'ailleurs, c'est en général ce qui est prévu directement dans les conditions générales de service, c'est une obligation de fournir des conditions générales. Mais les plateformes, parce qu'elles sont soumises, on reviendra peut-être tout à l'heure, à une certaine responsabilité in fine des conditions dans lesquelles les produits sont référencés sur leur plateforme, vont imposer certaines conditions aux professionnels qui sont référencés sur leur plateforme. Et donc, il faut faire bien attention, d'une part, que ces conditions-là sont respectées, donc c'est-à-dire que les conditions que le professionnel va publier sur une plateforme et mettre à destination des consommateurs respectent les conditions de la plateforme, de la marketplace, mais aussi que dans le rapport avec les consommateurs, il n'y ait pas de différence avec ce qui est prévu entre la plateforme et le professionnel. Parce que forcément, si le professionnel il est soumis à certaines obligations et ensuite il ne les répercute pas, ou en tout cas il les répercute mal au consommateur, dans ce cas-là, le consommateur il sera mal informé. En fait, il n'a pas l'information totale de ce qui va lui être appliqué, et c'est là où on a des risques juridiques aussi qui peuvent arriver. Du coup, tu parlais des questions de responsabilité. C'est la prochaine question, c'est qui est responsable en cas de problème sur une plateforme, disons de manière générale? Est-ce que c'est le vendeur tiers ou l'opérateur de plateforme?
En fait, tout dépend de ce qu'on entend par quelle problématique peut arriver. En fait, chacun est soumis à un certain type de responsabilité. Le professionnel, vendeur, fournisseur de services référencé sur une plateforme, une marketplace, il va être soumis à une responsabilité vis-à-vis des obligations qui sont les siennes à destination des autres utilisateurs, des consommateurs par exemple. Donc c'est quoi? Il est responsable de ses produits, de la qualité de ses produits ou de son service par exemple? Exactement. Si on parle de vente de produits, ça sera son produit, est-ce qu'il respecte les normes européennes? Est-ce qu'il satisfait un certain nombre de qualités et qui ne met pas en danger, par exemple, la santé des consommateurs? Si on parle de prestation de service, ça sera le niveau de qualité qu'il aura indiqué, par exemple, dans ses informations précontractuelles, et finalement, est-ce que le service qui est délivré correspond à ce qu'attendait le consommateur? Donc il va être responsable de tout ça. Mais la plateforme, elle n'est pas complètement dehors de toute responsabilité. Elle a une responsabilité qui lui est propre et qui est due notamment à son statut, comme on le disait au début de la conversation, d'intermédiaire. Et là, elle est soumise à des obligations spécifiques prévues par le Code de la consommation, par des règlements européens, avec la petite particularité, encore une fois, on le verra peut-être plus en détail après, mais les contenus qui sont publiés sur la plateforme par les professionnels peuvent entraîner la responsabilité quand même des plateformes dans certaines conditions, notamment si elles ne sont pas retirées alors que ces contenus étaient illégaux, et que la plateforme en a été informée. Ok. Bon, on reviendra un peu sur toute cette partie gestion des contenus illicites notamment. Donc toujours un peu sur ces questions de responsabilité et donc des obligations. Si je suis une plateforme, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour respecter les obligations de loyauté et de transparence vis-à-vis des vendeurs? Alors là, justement, c'est tout un tas d'obligations qui vont découler directement des règlements européens, avec des informations notamment liées en fait aux risques, j'allais dire, qui ont été identifiés par les parlementaires. Par exemple, tout ce qui est suspension, forcément du compte du professionnel, tout ce qui va être résiliation unilatérale, parce que dans une plateforme, on n'est pas dans un rapport uniquement bilatéral, on est dans un professionnel qui va agréger un immense nombre de professionnels référencés sur sa plateforme, et donc lui, légitimement, il doit avoir le droit de déréférencer dès qu'il y a un problème substantiel avec ce professionnel-là, sans rentrer dans une négociation notre contrat va se terminer, vous n'avez pas respecté les obligations, etc. Mais du fait de cette, justement, de ce droit de la plateforme de déréférencer, le législateur est venu un petit peu réglementer tout ça, et donc il doit informer promptement, dès que sa décision de suspension, de résiliation intervient, les raisons pour lesquelles il est suspendu, ensuite donner le droit au professionnel, par exemple, d'exercer un recours, ou en tout cas de demander, de donner des explications sur les raisons pour lesquelles il a fait l'acte qui lui est reproché. Et il y a un système en fait de traitement interne des réclamations qui doit être mis en place. Tout ça, c'est prévu par les textes. C'est pas forcément connu de la plupart des plateformes et des marketplaces, mais c'est important parce que justement, ça permet, comme on le disait tout à l'heure, de prévenir des risques de contestation, de contentieux, dès lors que, en fait, on a mis toutes ces informations-là dans les process. Et justement, l'intérêt de le faire, de prévoir tout ça, de le mettre dans les process, comme tu dis, c'est d'éviter d'en arriver à un contentieux, à un litige, soit avec la plateforme du côté vendeur, soit avec le vendeur du côté de la plateforme, j'imagine. Exactement. C'est pour ça que c'est important de prévoir dans les conditions générales, encore une fois elles sont plurales, il y a beaucoup de conditions qui sont applicables, mais pour chaque document qui va être opposable en fonction du type d'utilisateur, il faut prévoir non seulement ce qui est prévu par la loi, mais il faut que ça soit vraiment transparent, clair et que ça reflète les process internes pour que finalement, dès lors qu'il y a un problème qui va arriver, on puisse se référer à ce document-là, connaître ce qui va être appliqué et que chacun puisse se satisfaire de la solution d'une manière, dans l'exercice de la bonne foi qui est sous-jacente à toute obligation juridique. Alors on revient, tout à l'heure tu parlais un petit peu des contenus illégaux. Peut-être qu'on pourrait donner un exemple concret. Si un produit vendu par un tiers est contrefaisant ou dangereux,
Que risque la plateforme si elle ne réagit pas? Là, c'est exactement l'une des problématiques types et surtout les plus anciennes du droit des plateformes et des marketplaces. C'est en fait la distinction entre éditeur et hébergeur, où on a en général la personne qui va publier l'information sur un service tiers, la plateforme, la marketplace. Ça peut être sur un réseau social, un message public. Ça peut être aussi sur une marketplace, effectivement, une fiche produit d'un article contrefaisant. Et dans ce cas-là, c'est forcément la personne qui publie qui est en priorité responsable. Mais il y a des règles pour éviter que ces personnes-là puissent échapper à leurs responsabilités, ce qui est souvent le cas, ou en cas justement de difficulté à identifier ces personnes-là et à aller chercher leurs responsabilités. La personne qui, on dit, héberge ces contenus, c'est-à-dire qui va stocker, en fait, référencer tout ça en ayant un rôle non actif, en fait, neutre par rapport à ces contenus-là, pourra être informée du caractère illicite du contenu qu'elle héberge, et dans ce cas-là, elle est soumise à une obligation de retrait, et c'est uniquement si elle ne le retire pas promptement, donc dans un délai assez restreint, qu'elle pourra engager sa responsabilité au même titre que le professionnel. Donc là, pour illustrer, pour donner des exemples, peut-être qui parlent à tout le monde, quand on parle d'un hébergeur, c'est par exemple le cas, tu me dis si je me trompe, de X, de Instagram, qui héberge les contenus publiés par des tiers, toi, moi, etc. Et d'un côté, d'un point de vue professionnel, Amazon, Cdiscount sont des hébergeurs. Exactement. Les marketplaces sont des hébergeurs, les réseaux sociaux sont des hébergeurs, mais encore une fois, les critères jurisprudentiels pour qualifier l'activité d'hébergeur sont tels qu'un hébergeur peut passer aussi de l'autre côté et engager sa responsabilité en premier lieu, avant même qu'on puisse le notifier, dès lors qu'il ne pourra pas justifier qu'il n'avait pas connaissance en fait de ces contenus-là. Et ça, on pourra l'identifier, notamment quand il agit un peu trop de manière active, quand il contrôle les contenus qui sont publiés sur sa plateforme, sur son réseau social, et sur lesquels il est censé rester neutre, être limité à un hébergement. Ok, et on reste évidemment dans... on reste un peu sur la partie contrat. C'est quoi les points clés à sécuriser dans les contrats avec ses partenaires? Les partenaires, j'entends logisticiens, prestataires techniques ou gestionnaires de paiement. Les points clés, c'est avant tout, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait que les contrats reflètent ce qui est appliqué factuellement. En fait, il faut à la fois respecter la loi, et ça c'est le premier point, forcément, mais il faut aussi que cela reflète ce qui se passe vraiment, véritablement. Parce qu'en cas de contrôle de la DGCCRF, de la CNIL, de la CPR par exemple pour les services de paiement, si les conditions ne sont pas, en fait, ne sont qu'un rideau, alors qu'en fait, ce qui se passe en coulisses n'a rien à voir avec ce qui est publiquement accessible et surtout ce que les consommateurs vont avoir comme information, dans ce cas-là, on a un vrai risque juridique. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est à ça qu'il faut faire super attention. J'ai une autre question, où je disais dans les relations entre marque et marketplace, qu'est-ce qu'il faut prévoir juridiquement pour éviter les déséquilibres ou les ruptures brutales? Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est mal pris en compte en général, parce que certaines marques, au-delà des problématiques uniquement propriété intellectuelle, là qui touchent en fait au contenu illicite en cas de contrefaçon, on l'a déjà évoqué, mais les marques vont pouvoir, dans certains cas, mettre en place des réseaux de distribution sélective dans des conditions très spécifiques, limitées par le droit de l'Union européenne, parce qu'effectivement, ça limite la liberté de circulation des produits et la liberté d'entreprise, ce à quoi l'Union européenne est très attachée. Mais dans certains cas, on peut le mettre en place. Et dans ce cas-là, on pourra, par exemple, dans un réseau de distribution sélective, interdire à un professionnel de référencer ses produits sur une plateforme type marketplace. Et dans ce cas-là, il faut faire suffisamment attention parce que d'une part, le professionnel qui est référencé sur sa marketplace pourra voir son contrat rompu sans délai et par son fournisseur, distributeur premier, puisqu'il n'a pas respecté le réseau de distribution sélective, mais il pourra être aussi déréférencé de la plateforme parce que la plateforme, elle, ne veut pas référencer de produits qui sont publiés de manière illégale ou dans le non-respect d'un engagement contractuel. Ok, on va revenir un petit peu sur
sur la question des contenus en ligne et de la modération. On a parlé un peu des risques juridiques sur une fiche produit qui serait illicite ou qui donnerait des mauvaises informations. Là, j'ai une question aussi sur la modération. Comment est-ce qu'on modère un avis ou un contenu produit par un utilisateur sans porter atteinte à sa liberté d'expression? Et c'est là où on peut rentrer un petit peu dans les problématiques purement juridiques, où en fait on va avoir des droits qui sont tout aussi valables les uns que les autres, mais qui vont se voir un petit peu confrontés. Et c'est là où en fait l'analyse juridique, le recours à un conseil peut être extrêmement utile, parce que effectivement, si vous êtes par exemple une plateforme de référencement d'avis en ligne, ou si vous êtes complètement typiquement une marketplace sur lesquels des avis en ligne vont être publiés, vous avez le contrôle sur ces avis en ligne, et que une personne va considérer que certains avis sont diffamatoires, dénigrants, qui causent un préjudice, ça va être à vous, en fait, d'une manière transparente, d'une part, de mener une analyse sur la conformité ou pas, le caractère illégal ou pas de ces contenus-là, de ces avis, et puis ensuite les déréférencer en justifiant pourquoi vous avez considéré que c'était illégal ou pas. Et là, on peut avoir des problématiques de contestation qui peuvent aller jusqu'au contentieux. Et encore une fois, on voit que c'est ici qu'il est primordial de prévoir dans ces conditions générales toutes les informations qui permettent à toutes les parties prenantes de prendre conscience des mécanismes de modération, de la manière dont ils sont mis en place, en respectant la loi bien sûr, et d'être informés clairement de ce qui peut leur arriver en publiant ou en contestant le caractère illégal ou pas d'un contenu en ligne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en cas de retrait, à quoi ça ressemble un bon process de modération conforme? Un bon process de modération, encore une fois, c'est un process qui respecte la loi et qui respecte les process internes qui sont effectivement mis en place. Parce que la loi, elle est claire, et pour ça, elle donne en fait des guides qui vont permettre justement de savoir ce qui pourrait correspondre à un bon process. Par exemple, informer, dès qu'on a un retrait de contenu, la personne qui est concernée. Ensuite, l'informer que cette personne peut contester la décision qui a été prise. Encore une fois, ça ne donne pas un droit à un véritable recours juridictionnel, mais en tout cas, cette personne va pouvoir faire valoir ses droits pour le maintien, par exemple, du contenu. Et ensuite, réinformer la personne du maintien ou du fait que vous revenez sur votre décision de retrait, par exemple. Ça, c'est ce que prévoit la loi. Mais ensuite, il faut effectivement que ça soit mis en place et que, par exemple, avec des process de communication par email ou sur des messageries internes, par l'accessibilité finalement à ces mécanismes de réclamation, ça soit justement informé pour que les personnes ne soient pas frustrées finalement des décisions qu'ils ont prises et qui leur donneraient envie d'agir, de contester et d'aller plus loin dans les démarches, ce qui fait perdre du temps à tout le monde et qui crée des risques juridiques et économiques pour tout le monde également. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la notification du retrait. Une fois que cette étape est passée, quelle est la seconde étape? En fait, c'est ça. Il y a la notification du retrait, le processus de décision. Est-ce que ce contenu est illégal ou pas? Est-ce qu'il satisfait à mes conditions générales ou pas? Et ensuite, vous avez une information sur vous avez le droit à un recours. J'ai retiré votre contenu, vous pouvez, si vous voulez, me justifier les raisons pour lesquelles vous estimez que cette décision est illégitime. Ensuite, faire une seconde analyse et ensuite réinformer la personne de la décision définitive qui est prise. Et là, le DSA prévoit également qu'une information doit être donnée sur le droit à un recours en utilisant une plateforme de contestation qui est ad hoc, dont la liste est donnée sur le site de la Commission européenne. Et là, c'est donc la fin du process. C'est-à-dire que là, si je suis dans le cas où on m'a notifié un retrait d'un contenu et qu'il y a une analyse derrière et que la décision a été confirmée, je n'ai plus d'autre recours? À part envers l'organisme ad hoc, a priori, vous n'avez plus de recours devant le professionnel. Encore une fois, ça, c'est les engagements
qui sont prévues par le DSA, mais le professionnel peut mettre en place librement des méthodes ou des process d'analyse de la modération qui vont plus en avant, qui vont plus loin dans l'analyse librement. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir des étapes supplémentaires si l'affaire va au contentieux, mais en général, l'objectif, c'est que ça ne soit pas le cas, donc de prévoir suffisamment dans les conditions et les process internes que les mécanismes de modération puissent correspondre aux attentes de chacun. Et alors la question est certainement un peu compliquée, mais de ton expérience, de ce que tu as pu vivre ou vu ou lu, on arrive rarement au contentieux, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a donc la notification, la demande peut-être de réanalyse, si la notification, le retrait est confirmé, très généralement, le professionnel va se dire, bon bah, ok, je m'arrête là. En fait, tout dépend des circonstances et du type de plateforme, ça c'est certain. Ce que je peux dire, c'est que de retour d'expérience, il vaut mieux sécuriser un retrait que de maintenir un contenu qui puisse forcément causer un préjudice ou pas forcément causer un préjudice, mais vexer la personne, et cette personne va avoir envie, pour une question de principe, d'aller plus loin. Mais encore une fois, il y a des modèles économiques qui sont bâtis sur la confiance, tout simplement, des utilisateurs sur les contenus qui sont publiés, et là, la liberté d'expression entre en jeu est très importante, et donc on peut totalement de manière légitime vouloir conserver ces contenus. Et là, effectivement, il y a plus de risques de contentieux qui vont émerger. Mais encore une fois, la loi permet justement d'aller au contentieux, d'obtenir gain de cause, et ensuite d'être, j'allais dire, bien dans ses baskets, bien dans son modèle économique, et pouvoir continuer sa route tranquillement. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Là, on va rentrer dans des petits points un peu précis. On entend souvent parler, du coup, en e-commerce, du droit de rétractation et du retour gratuit. Il y a une différence juridique entre les deux? Il y a une différence juridique parce que le premier est légal quand le second est commercial, qui résulte de la libre entreprise et donc de la liberté contractuelle surtout. Effectivement, le droit de rétractation, c'est quelque chose qui est prévu en droit de la consommation, qui permet à une personne, par exemple, qui reçoit un produit ou qui conclut un contrat de prestation de service, de revenir sur sa décision dans un délai de 14 jours. Mais là encore, il y a des exceptions très précises qui sont prévues par le Code de la consommation, donc il faut bien faire attention, il faut être accompagné au moment où on rédige ces conditions générales et au moment où on met en place ces process pour être sûr qu'en fonction des produits qu'on fournit, en fonction des services qu'on va mettre en place et de son modèle économique, on rentre dans une exception ou pas, et on peut bénéficier ou on peut faire bénéficier du droit de rétractation aux consommateurs. En sachant que c'est quand même un point primordial, le fait de ne pas informer les consommateurs de leurs droits de rétractation lorsqu'il existe, peut donner lieu en fait à un prolongement du délai de rétractation qui peut aller jusqu'à 1 an, et donc en fait ça peut être très très problématique pour les professionnels. Ils ont intérêt à être transparents dès le début. Exactement, là-dessus. Ouais. Tout à fait. Et ensuite il y a le volet purement commercial, j'allais dire libre conclusion de contrat, et dans ce cas-là on peut effectivement de manière univoque, proposer aux consommateurs, aux utilisateurs, des droits de revenir sur la décision, de faire des retours gratuits selon certaines modalités, moyennant paiement de certains frais supplémentaires, etc. Ça, c'est la liberté contractuelle. Dans ce cas-là, c'est pas soumis au droit de la consommation. Mais ce qu'il faut bien faire, la distinction, c'est très important parce qu'effectivement, si on fait croire à la personne que c'est commercial alors que c'est légal, ça peut être déloyal, et inversement, il faut bien distinguer en fait les garanties qui sont légales, les garanties qui sont commerciales, et ça aussi c'est prévu par le droit de la consommation. Du coup, on va terminer peut-être avec une dernière question. C'est quel conseil est-ce que tu donnerais, un grand conseil juridique à un acteur du e-commerce aujourd'hui? Le conseil que je vois le plus important, c'est ce qui transparaît de tous nos échanges depuis le début de la conversation, c'est vraiment se faire accompagner, prévoir, que ce soit en interne ou en externe par un avocat,
des conditions qui sont à la fois respectueuses des obligations légales, réglementaires, pas seulement celles qu'on a en tête, mais comme on le disait, il y en a aussi qui sont indirectes, qui sont sectorielles et qui vont avoir un impact important sur les conditions générales, sur l'activité. Et d'autre part, faire en sorte que ces conditions soient transparentes et reflètent parfaitement les processus internes pour que le jour où un problème se passe, on sache exactement où on va, on sache exactement ce qu'il faut faire, et cela évite une perte d'effort substantielle et surtout diminue le risque juridique, économique, de contentieux de manière tout aussi substantielle. Ok. Donc le plus grand conseil de ce que je comprends, c'est soyez transparent. Exactement. Bon, bah merci, merci Léo. Merci.